Drôle de roche que la migmatite qualifiée de mixte ou hétérogène ou encore composite. Un vrai mélange. Mais de quoi et pourquoi? C'est Yves de la chaîne Géologique, toujours prof de SVT. Je vous explique tout ou presque sur le terrain. C'est parti! Voyons cela de plus près en nous rendant au Sables d'Olonne. La première chose qui frappe, c'est son caractère rubané, c'est-à-dire la présence de bandes, on parle de rubanement. En première approximation, on observe l'alternance de rubanement clair et de rubanement sombre. Comme le gneiss alors? Je comprends plus rien. Je vois que tu as regardé avec attention la vidéo sur les gneiss caractérisée par une foliation avec alternance de deux types de lits de quelques millimètres d'épaisseur, des clairs et des sombres. Comme la migmatite, on va pas s'en sortir. En fait, au niveau de l'échantillon, on distingue le plus souvent trois couleurs. Le leucosome, du grec leukos blanc et soma corps ou partie, donc partie claire, épaisse, de plusieurs centimètres et bien limitée. Le mélanosome, du grec mélanos noir, liseré sombre en contact avec le leucosome. Le mésosome, du grec mésos milieu, partie de couleur intermédiaire entre les deux. Elles correspondent à quoi ces trois parties? Le mésosome correspond à un gneiss, c'est la partie la plus ancienne de l'échantillon. On parle de paléosome, du grec palaios, ancien. Le leucosome et le mélanosome est la partie la plus récente de l'échantillon. On parle de néosome, du grec néos, nouveau. Il est apparu comment le néosome? Une migmatite se forme dans un contexte de collision de deux lithosphères continentales lors de la formation d'une chaîne de montagnes. Cette collision va provoquer un épaississement de la croûte avec enfoncement en profondeur dans la racine crustale des roches de la croûte continentale, dont les gneiss. En s'enfonçant, la température et la pression vont augmenter. Elles vont fondre. Tu as sans doute raison, mais il faut apporter des arguments. L'état d'une roche dépend de la température, de la pression et de son hydratation. Des études en laboratoire à l'aide de cellules à enclume de diamant permettent de connaître l'état d'une roche selon différentes températures et pressions, c'est-à-dire solide, solide liquide et liquide. En effet, une roche n'est pas homogène et possède des minéraux qui ne fondent pas à la même température. La frontière entre l'état solide et l'état solide-liquide est appelée solidus. La frontière entre l'état solide-liquide et liquide totalement est appelée liquidus. Entre le solidus et le liquidus, on parle de fusion partielle de la roche. Voici les résultats pour le gneiss, le liquidus n'étant pas représenté ici. Et quand elle s'enfonce, qu'est-ce qui se passe? Après les études en laboratoire, il faut déterminer l'évolution de la température et de la pression en fonction de la profondeur. Et là, ce sont des études indirectes, puisque le forage le plus profond est de 10 km actuellement et qui n'a pas été fait au niveau d'une chaîne de montagnes de collision. Ouais, c'est donc une estimation. Tout à fait. Voici le géotherme estimé, c'est-à-dire l'évolution de la température en fonction de la profondeur dans une croûte continentale normale de 30 km d'épaisseur et dans une croûte continentale avec une racine crustale. Peux-tu me dire la température et pression à 40 km de profondeur dans la croûte d'une chaîne de collision? Laisse-moi regarder. À peu près 650 degrés et 12,5 gigapascal. Et le gneiss fond ou pas? Bah non, puisqu'on est dans le domaine solide. Bah alors, le gneiss va jamais fondre? Pas dans ces conditions en tout cas. T'es pas hydraté? En voilà une bonne idée, voyons cela. Ah, trop bien.
À quelle profondeur un gneiss hydraté pourrait fondre partiellement? Oh, à partir de 40 km. Super. Reprenons maintenant la chronologie des événements pour aboutir à notre migmatite. 1. Enfoncement du gneiss avec hydratation. 2. Fusion partielle du gneiss avec fusion des quartz et des feldspaths, mais pas des micas noirs. Cette fusion de la croûte continentale est appelée anatexie, du grec anatexis, qui veut dire fusion. 3. Remontée par érosion et rebond isostatique accompagné d'un refroidissement de l'ancien gneiss avec cristallisation du liquide magmatique et apparition de quartz et feldspath, donnant le leucosome granitique sous la forme de rubans épais, non déformés et à gros grains le plus souvent, entouré du mélanosome correspondant à la fraction solide résiduelle non fondue, enrichie en mica noir, l'ensemble constituant le néosome. D'autres noms sont donnés à ces deux parties du néosome. Pour le leucosome, on parle de mobilisa. Pour le mélanosome, on parle aussi de restite ou resta ou résidu réfractaire. Quoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein. Tout ceci se voit également très bien au microscope optique polarisant en lumière polarisée analysée. Et pourquoi il reste du gneiss non fondu, le paléosome là? En voilà une bonne question. Et tu vas voir l'abysse de mon ignorance. Je ne peux qu'émettre des hypothèses, par exemple l'hydratation inégale du gneiss. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il existe des degrés de fusion différents des gneiss à l'origine de deux types de migmatites. S'il y a une faible anatexie, on aura des métatexites, migmatites dont le paléosome est prédominant. Pour une forte anatexie, on obtiendra des diatexites, le néosome est prédominant. Au niveau d'un affleurement, on peut observer une hétérogénéité pétrographique. Des gneiss plissés secondaires à leur déformation plastique lors de leur enfoncement. Des migmatites, bien sûr, des filons de leucosome que l'on appelle selon la taille des grains aplites, à grains fins, ou pegmatites, à cristaux grossiers. Ce sont des granites au sens large, des granitoïdes. Ces filons apparaissent lorsque le liquide magmatique s'extrait du gneiss en fusion partielle et migre vers le haut, empruntant des zones de faiblesse comme des fractures ou des zones de cisaillement. Il recoupe le plus souvent des gneiss et les migmatites. Dans les faciès que vous avez dans votre tête de pli, ici, hein, là vous verrez du granit, vous ne verrez pas un gneiss. Ça c'est du magma qui a été collecté à partir par la fusion du gneiss environnant. Vous voyez, ça se déforme dans tous les sens. Là c'est pareil, on a un effet de jus aplitique, on a l'impression qu'il se raccorde à celui-là, donc c'est comme si ce niveau de granit qui apparaît au sein de l'orthogneiss avait nourri ce filon d'aplite. Maintenant que vous connaissez tout ou presque sur les migmatites, vous comprenez pourquoi on parle aussi de gneiss granitisé ou d'anatexite pour désigner une migmatite. Je remercie Pascal Bouton, géologue, pour l'illustration de cette vidéo. J'espère qu'ils vont te mettre des likes, hein, vu le temps que tu y as passé depuis 15 jours. Abonne-toi d'abord avant de donner des conseils. Sur ce, je vous fais la bise et continuez d'apprendre et de progresser en géologie sur le terrain, bien sûr. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.